Alors la genèse du projet, c'est donc il y a 20 ans. Il faut se mettre 20 ans en arrière, un petit peu plus d'ailleurs, parce que donc le premier SEMRAC, ça a eu lieu en 1996, mais l'idée a germé petit à petit et a réellement commencé à se structurer en 1994, 2 ans avant. Il a fallu 2 ans pour arriver à le mettre en place, ce qui était quand même pas mal. Donc l'idée vient de ce que j'avais fait avant. Je passais depuis 10-15 ans déjà les étés aux États-Unis à travailler dans un certain nombre de centres à peu près similaires. Donc j'avais déjà un poste soit de maître de conf, soit j'avais fait ma recherche avant et pratiquement tous les étés, donc je l'ai passé aux États-Unis parce que c'était un moyen de rencontrer des gens différents, travailler sur des sujets différents. Qui était un petit peu lié à ce que je faisais, mais qui permettait d'amplifier les idées que je pouvais avoir, essayer d'en trouver de nouvelles. Donc, j'ai obtenu mon poste de professeur à l'université Pierre et Marie Curie en 1989, voilà, et quelques années après, j'ai la chance d'être détaché au laboratoire ASCII auprès du CNRS, donc ne plus avoir d'enseignement momentanément. L'enseignement me plaît, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Et donc, je suis détaché au laboratoire ASCII sur le plateau d'Orsay. Laboratoire ASCII qui veut dire application scientifique du calcul intensif, et qui a été un laboratoire qui a été créé pour une dizaine d'années auprès du centre de calcul qui s'appelle l'IDRIS, qui est l'un des 2 gros centres de calcul intensif dédiés à la recherche académique. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des compétences sur les algorithmes à côté des grosses machines pour essayer de non simplement implémenter les méthodes, mais discuter des méthodes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un laboratoire interdisciplinaire dirigé par Pierre Lallemand, qui a trouvé les bonnes personnes à faire intervenir. Enfin, quand je dis les bonnes personnes, c'est un petit peu pompeux sans doute, mais je n'étais pas le seul mathématicien, mais il y avait des mathématiciens, des chimistes, des biologistes, des cryptologues, des gens qui s'intéressaient aussi aux cristaux, à la matière, etc. Et donc, alors si je suis allé, c'est d'une part parce que j'étais mathématicien, mais aussi parce que j'étais mathématicien appliqué et plus spécialement intéressé à discuter avec pas mal de disciplines. Donc, j'avais déjà interagi avec des biologistes, avec des médecins, et donc d'aller là-bas, c'était assez naturel pour discuter avec d'autres disciplines. J'ai commencé un petit peu des études médicales en même temps que je faisais ma thèse, donc j'avais cette envie de faire des applications. Voilà, donc au laboratoire ASCII, dont l'objectif était de discuter des méthodes numériques pour résoudre des problèmes venant de disciplines diverses, mais sur les mêmes ordinateurs, avec les mêmes méthodes numériques, avec les mêmes schémas de discrétisation. On en parlera peut-être éventuellement un peu plus tard. Donc là, je rencontre un certain nombre de gens et je travaille avec eux et je me mets à travailler en chimie. Voilà. Bon, et puis l'été vient, enfin les étés viennent et je repars aux États-Unis pour travailler parce que en France, c'était pas l'habitude réellement d'avoir une activité qui soit sur une longue durée et qui permette de faire de la recherche d'une façon différente. Donc pourquoi pas faire ça en France, sachant que si on allait le faire aux États-Unis, ça servait les entreprises aux États-Unis, ça servait les centres de recherche américains, ce dont je n'ai rien contre, mais à condition que ça soit équilibré. Donc proposer quelque chose en France pendant l'été me semblait possible. Donc, j'en ai discuté d'abord avec un jeune collaborateur, Frédéric Coquel, qui était chargé de recherche dans mon laboratoire, le laboratoire qui s'appelle maintenant le laboratoire Jacques Louis-Lyons à l'université Pierre et Marie Curie. Et donc, il trouve que c'est une bonne idée. Donc, nous en avons discuté, nous avons regardé quelles pouvaient être les difficultés qu'il faudrait surmonter. Et pour que ça puisse se faire, il fallait avoir non seulement le feu vert du directeur de laboratoire, ce que j'ai obtenu immédiatement. Pierre Lallemand soutenait toutes les initiatives que je pouvais avoir, mais il fallait aller un petit peu plus haut. Et donc, on est allé voir les gens du CNRS et les gens du ministère de la Recherche
pour leur dire que on pensait que ça valait le coup d'organiser quelque chose pendant l'été. Donc on a sans doute trouvé les bons mots pour les convaincre de cette folle aventure, organiser en France quelque chose pendant l'été. Les écoles d'été existaient, hein, c'est pas l'idée d'école d'été qui dure 1 ou 2 semaines. Et travailler pendant tout l'été, 6 semaines, c'était quand même un petit peu un défi. Voilà. Et après ça, il fallait trouver un lieu qui soit disponible pour héberger cette activité-là. Alors, les personnes au ministère à ce moment-là contenaient Étienne Pardoux, professeur à Marseille, mais qui était donc responsable, directeur de la recherche auprès du ministère. Et il me dit, bah, y a un lieu super que tu connais bien, et évidemment tout le monde connaît le CIRM, mais je n'avais pas réalisé qu'il était fermé pendant l'été, et donc il était fermé pendant 5 semaines, pile poil le temps qu'il nous fallait pour être capable de développer ces activités de recherche. Donc l'idée était d'avoir une dizaine de projets comme ça, donc principalement venant de l'industrie, et confié à 2 étudiants jeunes ou de chercheurs jeunes, l'ordre de grandeur, et ça n'a pas varié jusqu'à maintenant, c'est des gens qui sont en thèse ou en fin de thèse ou qui viennent juste de la soutenir. Et donc au moins 2 personnes qui sont là pendant les 5 semaines, qui vont travailler ensemble, qui apportent des compétences un petit peu différentes, et puis suivis, aidés par des chercheurs plus seniors qui sont soit là pendant tout le temps, soit qui viennent pour des plus courtes durées, parce qu'on fait appel à eux, parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin d'eux, et pour mener à bien le sujet. Alors il y a un travail préalable qui est fait pendant l'année, surtout les 6 mois précédant le SEMRAX, pour comprendre ce dont on aura besoin, mais on n'a pas résolu les problèmes, bien évidemment. Et donc, ils sont pré-mâchés et proposés pour 5 semaines de développement. Alors, au bout de 5 semaines, c'est presque fini, pas tout à fait, mais c'est presque fini. C'est suffisamment long pour avoir eu le temps d'essayer des routes, des idées, et voir que ça ne marche pas, et retenter d'autres choses. Donc, au bout de 5 semaines, on a fait le tour de tout ce qui ne marche pas et on a proposé des choses qui marchent. Voilà. 6 mois après, les gens continuent. Ils se sont bien connus pendant 5 semaines, donc ils continuent à avoir des contacts. Et donc, pendant 6 mois, ils continuent à travailler à un rythme un peu différent, mais ça permet de finaliser le projet. Il y a un rapport qui est rendu. Alors, dès le début, le rapport a été rendu, mais n'a pas été publié. Maintenant que le SEMRAX a grandi, les rapports font l'objet de publications. C'est publié par la SMAI, donc c'est la série des proceedings de la SMAI. Donc ça fait souvent, pour les plus jeunes en tout cas, la première publication qu'ils ont. C'est une publication assez rapide, puisque grosso modo, 10 mois après, ils ont une publication. Je l'ai organisé avec Frédéric Coquelle pendant 3 ans, en le portant avec Frédéric Coquelle totalement. Donc j'étais présent pendant les 6 semaines, la semaine de cours et les 5 semaines, et donc récurrent les casseroles qui brûlaient. Donc quand il y avait un projet qui ne marchait pas, il fallait trouver les idées pour que ça puisse venir. Donc c'était d'une richesse extraordinaire, et donc de ce fait c'était tout à fait enthousiasmant. Mais pour que ça puisse continuer, il fallait que ça soit validé par la communauté. Ce n'est pas les 40 personnes du début et ensuite on est monté à 50 personnes, à 60 personnes. Donc il y avait un retour de la communauté, mais pour que ce soit vraiment quelque chose qui puisse perdurer, il fallait que je m'écarte. Et donc j'ai proposé à un certain nombre de personnes de s'occuper des suivants. Voilà.
C'était toujours une initiative du laboratoire ASCII, mais un détachement au CNRS, ça s'arrête. Voilà. Donc, à un certain moment, ça n'était plus l'initiative du laboratoire ASCII. Les personnes qui s'en occupaient n'étaient plus des personnes du laboratoire ASCII. Monique Butin, la secrétaire, a continué à assurer le secrétariat pendant toute la période du CEMRAX, pendant la 5e, la 6e année, je ne sais plus exactement quand, mais il y a un moment où ça n'était plus une initiative du laboratoire ASCII. Il y a un moment où c'est devenu un projet de la communauté, et donc il fallait que ça soit porté par une entité un petit peu d'un plus haut niveau et à vocation réellement nationale. Et donc là, la SMAI a pris le relais petit à petit, toujours avec le laboratoire ASCII, et puis le laboratoire ASCII a été démantelé, et donc maintenant c'est une initiative qui est portée par la SMAI. Comme toutes les initiatives, beaucoup d'initiatives qui sont portées par la SMAI ou par la SMF, ça vient de bénévoles qui ont des idées, qui les proposent, qui les font vivre, et ensuite elles reçoivent plus ou moins rapidement le soutien des sociétés savantes. Donc, ceci étant réellement en relation avec l'industrie, l'interlocuteur naturel était la SMAI. Donc, la SMAI a pris le relais. Et donc, pendant une quinzaine d'années, je me suis assuré que il y avait des sujets nouveaux qui étaient proposés, des organisateurs nouveaux qui acceptaient de relever le défi, parce que c'est enthousiasmant, mais c'est quand même beaucoup de travail. Hein, c'est un travail qui doit être préparé maintenant 2 ans à l'avance. On doit proposer un projet qui est revu par la SMAI, qui est vu par le conseil scientifique du CIRM pour être validé et ensuite porté. Il faut trouver les projets. Ça demande beaucoup de travail et à une période effectivement où on a l'habitude de prendre des vacances. Les 3 années que j'ai passées ici, les 3 premières années, ça s'est fait avec la famille. La famille était à côté. On avait un camping-car mis dans le champ à côté du CIRM, puisque les enfants ne sont pas autorisés. Donc avec les 4 enfants et mon épouse qui a accepté de m'épauler pendant cette partie-là, on était dans un camping-car. Donc du lundi au vendredi à peu près, je m'amusais à faire des mathématiques, à récurer les casseroles des projets qui brûlaient, à faire intervenir des seniors qui pouvaient nous donner des idées pour mieux avancer. Et puis le soir et les week-ends, on profitait de la beauté de la région. Il faut peut-être commencer par définir ce que c'est que le calcul intensif, qui est une discipline à l'interface avec plusieurs autres disciplines. Donc c'est quelque chose qui tient des mathématiques appliquées et de l'informatique, puisqu'on va utiliser des ordinateurs pour résoudre des modèles qui sont élaborés par des mathématiciens et des responsables d'autres disciplines. Ça peut être en physique, en mécanique, en chimie, en biologie, qui, eux, ont des problèmes qui les intéressent tout particulièrement et qui veulent essayer de mieux comprendre. Alors, pour essayer de mieux les comprendre, ils ont recours à des véritables expériences qui peuvent être coûteuses à mettre en place. Et éventuellement, dans ces expériences coûteuses à mettre en place, ils ne peuvent pas avoir en même temps accès à plusieurs informations qu'ils aimeraient avoir. Donc, de ce fait, de plus en plus maintenant, on a recours à la modélisation et à la simulation des modèles qui sont issus de cette modélisation. Alors la modélisation, c'est donc une représentation de la réalité où on simplifie les choses, où on regarde que le comportement des solutions du modèle vont ressembler à la réalité, et ce modèle est une traduction donc mathématique de la réalité. Une fois que ce modèle est établi, les mathématiciens qui sont déjà un petit peu intervenus avec les modélisateurs, avec les spécialistes, les physiciens, les chimistes, les biologistes, les médecins, pour établir le modèle, eh bien, s'emparent du modèle pour faire dessus des mathématiques, pour voir si le modèle a des chances de bien représenter dans le monde des mathématiques la réalité du monde vrai. Et après ça, on essaie de représenter les solutions du modèle qui, on l'espère, vont représenter les solutions de la vie réelle.
Alors là rentre maintenant une partie des mathématiciens qui s'appellent les mathématiciens appliqués, spécialistes de la simulation numérique, du calcul scientifique et de l'analyse numérique, et qui vont proposer des moyens d'accéder à cette solution. La solution, elle existe peut-être d'un point de vue mathématique, mais on ne peut la plupart du temps pas la représenter sur un ordinateur. Et pour ça, cette solution exacte dont on ne peut pas avoir une expression analytique qui permettrait de la représenter sur un ordinateur, on va essayer de l'approcher. On va essayer de l'approcher donc en acceptant de faire une erreur qu'on va vouloir quantifier pour qu'elle soit la plus petite possible et représente le mieux possible la réalité. Et donc, on va avoir recours à des approximations. Et donc là, il faut être un petit peu futé pour que les approximations soient maîtrisées, trouver des choses qui permettent en un temps donné, le plus court possible, avec les ordinateurs que nous avons à disposition actuellement et qui ont plusieurs millions de processeurs maintenant, être capable d'utiliser tout ça de la meilleure façon pour avoir la meilleure précision. Et la précision dépend souvent du domaine et des applications auxquelles on s'intéresse. Ça peut être une précision assez grossière pour certains phénomènes, pour dégrossir des solutions. On peut avoir besoin d'approximations beaucoup plus fines ou des approximations, des erreurs extrêmement petites. Et donc, dans tous ces cas-là, il y a des méthodes numériques différentes. L'objectif de la science, calcul scientifique, et donc de maîtriser tous ces aspects-là, donc être en lien avec les modélisateurs, travailler avec les informaticiens, travailler avec des mathématiciens pour être capable d'avoir en un temps donné la précision voulue, garantie, qui permette de croire dans les résultats de la simulation numérique autant qu'on pourrait croire à des résultats d'une véritable expérience. Et le calcul scientifique est de plus en plus utilisé maintenant par les industriels qui veulent optimiser, contrôler, améliorer leur processus de production. Quand on a créé le SEMRAX, l'objectif était interdisciplinaire, mais dirigé vers les applications industrielles, parce qu'il est important que les industriels aient connaissance de ce qui est reconnu maintenant dans la communauté scientifique, du côté des académiques en tout cas, ce qui se voit dans les conférences comme étant les meilleures méthodes numériques. Ça leur permet d'être compétitifs, d'avoir des meilleures solutions et donc de mieux répondre aux objectifs qu'ils se fixent. Alors, les objectifs du SEMRAX, ça a donc été avec une finalisation, calcul intensif pour l'industrie, apporter les nouveautés de la recherche académique dans le cadre de logiciels industriels. Alors celui-là, pour le moment, il n'a pas varié. Les thèmes sur lesquels nous avons travaillé lors de ces différents SEMRAX, ou plus exactement, les différentes équipes, les différents organisateurs ont focalisé. Les thèmes sont différents et renouvelés sans cesse. Un même thème peut revenir sous une autre forme 2 ou 3 années après, mais il y a quand même une variété importante des thèmes qui sont proposés. Par exemple, cette année, il y a beaucoup plus d'informatique, computer science, on dirait en anglais, proche des machines, proche de la programmation des machines qu'il n'y avait dans les précédents SEMRAX. Là, ça représente à peu près la moitié des thèmes cette année, donc c'est quelque chose effectivement de complètement nouveau. La finalité est réellement le projet industriel, commandé par les industriels, qui les intéresse et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel la partie secret de leur connaissance propre ne paraîtra pas, mais néanmoins qui pourront développer ensuite en interne. Ils auront un objet qui va beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus pertinent, et donc ils le conjugueront à leur protection de résultats par la suite. Alors, ceci n'a pas varié et je vérifie, j'ai vérifié lors des 15 années ou des 16 années que j'ai réellement suivi le bébé, suivi et pas organisé, c'est-à-dire que je l'ai bien organisé pendant 3 ans avec Frédéric Coquel, et à la suite de quoi j'ai vérifié que les thèmes, que chaque année il y avait un thème nouveau qui était apporté, un thème qui nous semblait dans l'air du temps et important à développer, mais les organisateurs avaient complètement carte blanche et c'est le premier SEMRAX auquel je participe depuis 17 ans, puisque j'ai fait les 3 premiers.
Donc, ces objectifs-là, j'ai insisté pour qu'ils soient maintenus. Sinon, c'est plus un CEMRAX. Voilà. Donc, ça, on peut changer, on peut arrêter de faire un CEMRAX, mais ça ne sera plus un CEMRAX si on se met à faire des mathématiques pour la biologie, des mathématiques pour la chimie. C'est des sujets qui me passionnent par ailleurs, mais ça ne sera plus un CEMRAX. Et l'objectif industriel est important parce que il me semble que ça nous permet d'avoir les pieds sur terre, les pieds dans la société et de bien participer à ce pourquoi en fait on est payé. On est payé pour développer de la science, mais in fine, la science doit servir à la société, et donc de travailler avec des industriels sur des objectifs industriels est un moyen de faire passer toute la recherche, toutes les connaissances qu'on a vers le milieu industriel. Alors, les impacts pour les participants, c'est une richesse d'être exposé comme ça à des compétences, des connaissances différentes, mais pas si éloignées que ça. Donc, chaque CEMRAX a un thème ou deux thèmes. Et donc les gens qui sont là sont intéressés par cette thématique-là. Donc ils vont être intéressés par le calcul parallèle, ils vont être intéressés par l'optimisation, ils vont être intéressés par l'assimilation de données. Donc déjà on restreint un petit peu le thème, et tous les gens qui sont là parlent à peu près le même langage. Ils ont des techniques différentes, ils ont des histoires différentes, mais néanmoins ils sont tous intéressés à peu près par la même problématique. Donc les projets proposés dans cette thématique ne sont pas à des lieux de distance, et donc les gens sont capables de discuter. Premier point. Mais ils sont aussi capables de s'enrichir, c'est-à-dire que comme ils en prennent pour 5 semaines quand ils sont là, la plupart, ils discutent de façon croisée de leurs projets, de leurs difficultés. Et il y a des experts qui viennent pour une semaine, pas pour 5, mais pour une semaine ou pour 2 ou pour quelques jours. Et le fait de parler comme ça dans un lieu dans lequel on vit, on mange, on dort, on va dans les calanques, on joue au ping-pong et éventuellement on se balade, fait que on va pouvoir poser des questions qu'on n'aurait pas posées si on n'avait eu que 10 minutes. On échange, on prend le temps de réfléchir ensemble, et du coup, il y a plein d'idées nouvelles qui viennent. Donc, de façon globale, pour la population des chercheurs qui sont là, c'est très riche. Et ça permet réellement de faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. J'ai appris pendant les 3 sessions du CEMRAX des choses que je n'aurais pas appris autrement, et qui font partie maintenant de ma culture propre. Et donc je crois que pour les organisateurs et pour les participants, c'est un constat qui est renouvelé. Donc ça c'est bien marché. Pour les jeunes, c'est une façon de leur montrer que le monde scientifique ne se cantonne pas à la thèse qu'ils sont en train de faire dans un laboratoire qui est plus ou moins grand, mais néanmoins qui est un peu cantonné aussi. Donc ça peut être pour beaucoup de jeunes la première exposition au monde scientifique de façon globale. Ils ont peut-être participé à des conférences, mais quand on participe à une conférence et qu'on est jeune, on n'a pas forcément l'audace d'aller discuter, poser des questions, tandis que là, quand on est en short, quand on se baigne ensemble, on peut beaucoup plus facilement discuter avec des gens auxquels, si on était exposé à eux que pendant 10 minutes, on n'oserait pas poser de questions. Voilà. Donc pour les jeunes, c'est une première expérience de ce type-là. Ils travaillent sur un autre sujet que leur sujet propre, et ils voient le monde. Souvent, les discussions internes se font en anglais, donc ça peut être aussi un moyen pour eux d'améliorer leur anglais, d'être un petit peu plus fluent dans cette langue qui est la langue de la communication scientifique actuellement. Alors, pour les jeunes, un élément qui peut être important aussi, c'est que très rapidement, pour la première fois peut-être, mais dès la deuxième, troisième session, les jeunes qui ont participé à cette activité-là ont montré une certaine résistance, une certaine déjà volonté pour y aller, ensuite une résistance pour travailler de façon intensive dans un cadre exceptionnel, mais de façon intensive quand même pendant 5 semaines. Et donc, ça devient une ligne de CV, une ligne qui est reconnue maintenant.
C'est-à-dire qu'un étudiant qui aura montré cette ouverture-là, eh ben, on saura qu'il a une expérience, qu'il est capable de discuter avec d'autres personnes et qu'il aura aussi un certain dynamisme. Et dans un laboratoire, on veut des gens bons, mais on veut aussi des gens qui sont dynamiques, qui sont capables de proposer des initiatives, qui vont donner un coup de main quand le laboratoire organisera lui-même un séminaire ou quelque chose. C'est bien d'avoir des gens sur lesquels on peut compter, des gens qui sont dynamiques, des gens qui ont des idées, des gens qui sont capables d'aller discuter avec d'autres. Et le CEMRAX peut avoir donné cette expérience de casser des craintes, casser des glaces qu'il peut y avoir entre un jeune et un plus senior. Donc une ligne de CV, c'est pas mal et c'est reconnu maintenant. Pour les seniors, eh bien, ça leur permet éventuellement de valider des idées qu'ils ont pu avoir eues et de les voir se développer, généraliser dans des cas auxquels ils n'auraient pas pensé s'ils n'étaient pas venus là. Et pour la SMAI, la SMAI est une société savante. Donc la SMAI, son seul objectif, c'est qu'il y ait le développement des mathématiques appliquées et des mathématiques dans l'industrie. Là, bingo, on y gagne puisque l'objectif du CEMRAX, et je suis heureux de remarquer que ça marche, et il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là, le CEMRAX est un moyen de favoriser les discussions et le développement des mathématiques appliquées en relation avec l'industrie. Une société savante, ça vit par les initiatives des bénévoles. Hein. Une société savante n'a pas un plan d'action complètement finalisé, décidé par un conseil d'administration, de décisions desquelles il ne faudrait pas s'écarter. C'est plutôt le contraire. Les gens ont des initiatives et les initiatives, si elles marchent bien, le conseil d'administration dit oui, celle-là c'est bien, ça vaut le coup de la soutenir, ça vaut le coup de lui mettre le label de la SMAI. Voilà. Et donc cette activité-là a reçu le label de la SMAI. Et donc je pense que c'est une bonne chose puisque tout le monde a l'air de l'apprécier. Alors, le CIRM, en fait, je le connais depuis beaucoup plus que 20 ans, puisque je crois que j'ai été dans l'un des premières rencontres qui a été organisée au CIRM, parce que j'ai regardé sur le site l'histoire du CIRM, ça a été l'occasion de me rappeler un certain nombre de choses, et j'ai vu que les premiers séminaires, les premières rencontres avaient été organisées en 1982, et j'ai participé à une réunion en septembre 1981. Et donc ensuite, j'ai vu le CIRM se développer, je suis venu à plusieurs rencontres, et donc quand Étienne Pardoux m'a dit que le CIRM était fermé pendant 5 semaines, ça a évidemment fait tilt. C'était le lieu idéal, avec une belle bibliothèque, alors il y avait des trucs qui manquaient, mais... comme la climatisation, comme les machines, mais donc ça, on y a pourvu les 3 premières années, et ensuite, le CEMRAX a investi en achetant des machines ici pour permettre d'avoir une activité en calcul scientifique, puisque c'est l'objectif du CEMRAX. Donc, je l'ai vu se développer et on y est bien. On y est bien, comme j'ai pu l'expliquer déjà, le fait d'être dans un même lieu pendant 5 jours quand c'est un séminaire, pendant 5 semaines quand c'est le CEMRAX, ça permet de discuter plus facilement avec des gens que on n'aurait peut-être pas la possibilité de discuter si c'était dans un hôtel et que chacun allait manger de son côté midi et chacun rentrait rapidement dans sa chambre le soir. Là, il fait bon, on reste dehors, on discute et ça permet d'avoir des idées nouvelles et éventuellement même de lier des collaborations auxquelles on n'aurait pas pensé. En dehors des conférences, j'avais aussi organisé, ça avait été une initiative lancée par Étienne Pardoux, j'avais lancé des cours de DEA décentralisés. Alors, les cours de DEA, c'est des cours de Master 2, on appelle ça Master 2 maintenant, et c'était décentralisé parce que l'idée, c'était d'offrir à des étudiants en DEA, donc en Master 2, triés sur le volet un peu partout en France, de leur offrir des cours un peu rares, des cours qu'on ne ferait pas dans son université parce que un cours à 2 étudiants, ça ne marche pas. Tandis que là, de regrouper plusieurs étudiants et des bons étudiants permettait, et ça c'était l'idée d'Étienne Pardoux, de lancer d'avoir des cours un petit peu spécialisés. Et le fait que ce soit des bons étudiants qui se retrouvent au CIRM pendant 5 jours,
leur a permis de se connaître. Donc j'ai fait ça pendant 3 années. Avant le CEMRAX, et ça a été très bien parce qu'ils se sont connus, et maintenant je les vois plus grands, 20, 30 années plus tard, et pour certains ils continuent à collaborer ensemble. Ils ont créé un tissu de connaissances, ils peuvent s'envoyer un étudiant postdoc chez l'un, etc. Et ils peuvent aussi intervenir dans la vie de la communauté. Il y en a qui sont au CNRS responsables des mathématiques, il y en a qui sont au ministère, il y en a qui sont responsables d'ANR ou de choses comme ça. Donc ça a bâti un socle intéressant, et ça a été possible grâce au CIRM, puisque la même expérience que j'ai faite 3 ans ici, j'ai essayé de la faire plus tard dans une ville de province où les étudiants se sont retrouvés dans 3 hôtels différents, où on mangeait peut-être ensemble, mais pas tout le temps, on ne prenait pas le petit déjeuner ensemble, et où, une fois que les cours étaient terminés, chacun repartait de son côté. Et ça n'a pas du tout, mais pas du tout eu le même aspect, la même cohésion d'une communauté qui se bâtit. Et je crois que ça, c'est important chez les jeunes, de créer une communauté qui se bâtit, des jeunes qui se connaissent à cet âge-là. Parmi eux, ça sera les stars françaises des mathématiques, et s'ils se connaissent, on pourra faire des choses avec eux.